Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission Ensemble c'est mieux. Ensemble c'est mieux, vous le savez, c'est... S'il te plaît, s'il te plaît, tu peux arrêter de vider le lave-vaisselle, je présente l'émission, là, quand même. Voilà, aujourd'hui on va traiter ensemble d'un sujet qui est le télétravail. Le travail depuis la maison, un sujet important et qui touche de plus en plus de Français. Allez, c'est à vous en plateau. Merci. Mais je travaille. Bonjour à tous, je tiens en premier lieu à remercier ma famille qui se prête à mes petits tournages du matin, qui les met en retard, et surtout rendre hommage au travail des maquilleuses de France Télévisions, nos maquilleuses de France 3, ce qui prouve que le télétravail pour la présentation d'émissions, c'est pas encore le truc, hein, Julie? C'est pas pour tout de suite. Non. Bon, bonjour Julie. Bonjour Vincent. Ça va, tout va bien? Très bien, oui. Très bien, Julie en plateau avec nous et bien entendu sur le terrain, toujours notre Raphaël Yem, qui est en vadrouille, regardez. Oh, il est dans le froid ce matin, il n'était pas chaud, c'est vrai. On va le retrouver tout de suite. Alors donc, vous l'avez compris, on va parler de télétravail. Ce matin, un sujet, comme je le disais, qui touche de plus en plus de Français. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons Maître Hervé Tourniquet, qui est avocat. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'être avec nous pour essayer d'y voir un petit peu plus clair justement sur ce sujet du télétravail qui est en pleine expansion, on s'en doute. Et puis, comme tous les vendredis, on s'intéresse quand même à nos activités du week-end et on a notre hipster. On a Célia Semama qui est avec nous. La barbe en moins alors. Comment? La barbe en moins alors. Oui. Il y a les hipster filles quand même. On leur demande pas de porter la barbe quand même aux hipster filles. Vous allez nous emmener trouver des belles sorties pendant le week-end, c'est ça? Des belles sorties qui sauront émerveiller un peu tout le monde, je suis sûre. Ah, j'adore parce que moi j'y vais carrément dans l'inconnu. J'aime bien laisser Célia s'en occuper et nous émerveiller de ses trouvailles en général. Ce matin, on va terminer l'émission très très en douceur, j'ai envie de dire, avec Priscilla Lanzarotti. Bonjour Priscilla. Bonjour Vincent. De quoi est-ce qu'on a parlé ensemble ce matin? Du meilleur millefeuille de Paris. C'est pas beau ça. Ah ouais. C'est pas beau, le meilleur millefeuille de Paris, carrément. Vous y allez comme ça, vous? Ah oui, carrément. Bon, génial. On a compté, il y a bien 1000 feuilles. Voilà, il y a 1000 feuilles. En puis vous attendant. Il est impressionnant celui-là. C'est une portion, ça? C'est pour 2 personnes. Ah bon, quand même. Ok, merci. À tout de suite. Allez, on retrouve notre Raphaël qui est à Saint-Ouen dans le métro. Il sera peut-être plus au chaud. Je suis plutôt à la sortie du métro, mon Vincent. J'espère tant que mieux. vous allez bien. À la sortie du métro Garibaldi, sur la ligne 13, la ligne de l'enfer, comme l'appellent certains franciliennes et franciliens, bien à Saint-Ouen. Et je me tiens à côté d'une future star de l'écran, avec Yann. Comment ça va, Yann? Ça va très bien et toi? Très bien, il fait froid ce matin. Yann a réalisé un film qui est lauréat, primé dans ce concours Filme ton quartier lancé par notre chaîne, qui sera bientôt diffusé d'ailleurs sur France 3. Il a gagné le prix France Télévisions. Comment s'appelle le film? Il s'appelle Pour Sarah. Et ça parle de quoi pour Sarah? Alors rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui revient d'un long voyage et qui va redécouvrir son quartier en 3 minutes 30. Puisque c'est aussi le but de Filme ton quartier, c'est des habitants, des habitantes des territoires qui justement magnifient, racontent leur quartier à leur façon. Là, dans un court-métrage, je vous propose qu'on regarde un petit extrait. On se retrouve juste après. J'ai décidé aujourd'hui d'immortaliser avec ces quelques images ton retour parmi nous. Tu es sorti du métro et j'ai compris que la gamine qui avait quitté ce quartier plusieurs années auparavant était devenue une femme. Une femme avec ton sourire d'enfant. Tu as ces millions de choses à me raconter. Je t'écoute parler et c'est comme si tous ces voyages t'avaient transformé. Très contente. Ma vie est beaucoup plus banale que la tienne. Je me sens un peu bête, moi qui n'ai jamais vraiment quitté les murs de ce quartier. Te voir marcher dans ces rues, dans ces allées me rappelle le bon vieux temps. C'est comme si tout était comme avant. Mais ici, Sarah, rien n'est vraiment comme avant. Les choses ne sont plus tout à fait les mêmes, mais tu t'en rendras compte rapidement. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que c'est peut-être les livres d'histoire qui seront remplacés de ceux de nos arrière-petits-enfants, puisque ces films témoignent de leur époque. Tout à l'heure, Raphaël ira visiter les lieux de tournage. Voilà, on le fera en sa compagnie, on le retrouve dans quelques instants. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, télétravail, mode d'emploi.
Alors, ma petite scénette tout à l'heure était assez symptomatique de ce qui se passe à la maison. C'est vrai qu'on peut travailler de plus en plus grâce aux outils, notamment grâce aux outils que nous apporte la technique. Mais c'est pas si simple, parce que travailler chez soi, c'est en expansion, maître? Oui, c'est en expansion, c'est même encouragé par le législateur. Alors, est-ce que ça coûte moins cher à la société? Est-ce que ça produit plus intelligemment? Je ne suis pas sûr que ça ait été fait dans la perspective de permettre aux entreprises de faire des économies. En revanche, ça s'inscrit complètement dans un mouvement historique de ces dernières décennies qui pousse à l'éclatement du collectif de travail. Les horaires individualisés, le travail indépendant, l'ubérisation dont on parle beaucoup, le télétravail en fait partie. C'est très séduisant a priori. D'après les dernières études qui ont d'ailleurs été publiées très récemment, au début du mois, il y a une étude menée en commun par la DARES et l'INSEE, qui sont deux organismes d'État. On évalue aujourd'hui à 11% des cadres qui pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine. En fait, alors... c'est principalement chez les cadres que cette forme d'organisation du travail est se efficiente. développe. Alors, on parlait hier de l'intelligence émotionnelle dans l'émission qui vise à créer du lien. Bien entendu, le télétravail, c'est un peu difficile pour le travail d'équipe à l'intérieur d'une entreprise ou d'une structure. Mais on va se faire un petit point sur le télétravail avec Julie. Et oui, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, de plus en plus de salariés ont recours au télétravail. Il faut dire que sa mise en place a été assouplie en 2017 avec la réforme du Code du travail. En Ile-de-France, 69% des salariés voudraient bien exercer leur emploi de chez eux. Mais quels sont les avantages de ce mode de travail et quelles sont aussi les conditions des vues de réponse en images? Oh, j'en ai marre de perdre du temps dans les transports. Je serai aussi bien chez moi pour bosser. Mets-toi en télétravail, c'est hyper pratique. Aujourd'hui, le télétravail a de plus en plus la cote. 29% des salariés le pratiquent, mais en moyenne seulement 7 jours par mois. Reste que la majorité des salariés, 56%, aimeraient bien y goûter. Pratiqué de façon régulière ou occasionnelle, il offre plein d'avantages. Supprimer le temps de transport, mieux concilier la vie professionnelle et personnelle, et même augmenter la productivité de 5 à 30%. Youpi! 77% des télétravailleurs se sentent plus épanouis dans leur travail. Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les autres salariés. Congés, médecine du travail, etc. Et sachez que le télétravail ne repose que sur le volontariat. Nul ne peut y être contraint et un employeur doit motiver son éventuel refus. L'ordinateur, la connexion Internet, etc. peuvent même être pris en charge par l'entreprise, au moins partiellement. Mais si la plupart des télétravailleurs réguliers apprécient d'avoir plus d'autonomie, un tiers d'entre eux regrettent aussi leur bureau et leurs collègues. 65% se sentent isolés. Le télétravail, c'est bien, mais il faut savoir doser. Ouais, il faut savoir doser. Alors, je suppose, maître, que d'abord, on peut imaginer qu'il faut être équipé pour travailler de chez soi et avoir un environnement à domicile qui est plus agréable ou plus confortable que ce qu'on trouverait dans son lieu de travail habituel? Alors d'abord, sur l'équipement, vous ne croyez pas si bien dire, puisque le texte du Code du travail qui définit le télétravail, il fait explicitement référence. C'est la seule citation que je vais vous infliger, mais dans la dernière rédaction, c'est-à-dire celle des ordonnances de 2017 dont il était question à l'instant, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux. C'est pas nécessairement chez vous, c'est hors des locaux de l'entreprise, de façon volontaire, c'est ce que vient de nous expliquer votre reporter. Absolument, on ne peut pas l'y contraindre. Et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que l'utilisation de ces technologies fait partie de la définition. C'est ce qui explique d'ailleurs que le télétravail se développe principalement dans le secteur tertiaire et se développe principalement chez les cadres. Mais ce n'est pas non plus un droit absolu, ça dépend de l'accord entreprise au sein justement de son entreprise. Alors, jusqu'à la réforme de 2017, le télétravail ne pouvait être mis en œuvre que par un avenant à votre contrat de travail. D'accord. Parce que c'est quand même une modification de votre contrat. C'est-à-dire que traditionnellement, dans un contrat de travail, le lieu d'exécution ne fait pas partie du bloc contractuel. Là, en l'occurrence,
on considère effectivement que c'est une modalité spécifique. Et d'ailleurs, l'article que je viens de vous citer, c'est l'article 1222.9, ça fait partie des articles du Code qui définissent les modalités diverses du contrat de travail. Donc j'imagine... il y a- Ça, en tout cas, c'est tourné plus vers le secteur des services et du bureau, enfin de la bureautique, on va dire généralement, parce que si on travaille sur une presse à emboutir ou dans les hauts fourneaux, on ne va pas faire de télétravail, enfin, par définition. C'est tout simplement impossible. Et puis surtout, il y a un des éléments constitutifs prévus par la loi qui ne s'y trouve pas. Alors, s'agissant du volontariat, ce qui reste vrai depuis la réforme des ordonnances dites ordonnances Macron, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire qu'il y ait un avenant, un accord écrit entre l'employeur et le salarié. En revanche, il est exigé qu'il y ait au niveau de l'entreprise soit un accord collectif, donc quelque chose négocié avec les organisations syndicales, soit une charte, à défaut, une charte établie par l'employeur. Et à défaut de tout ça, on considère, la loi nous dit que l'accord entre l'employeur et le salarié peut intervenir sous toute forme, mais observez quand même que, s'agissant d'un accord collectif, nous parlons aussi là de secteurs d'activité qui sont parmi les moins syndicalisés, ce qui n'est pas sans répercussion. Vous parlez des cadres. Une question d'une téléspectatrice pour vous, Maître Tourniquet. On écoute. Je suis comptable de métier, donc une activité très concernée par le télétravail. Est-ce que pour vous, dans le Code du travail, est-ce que les règles donc, qui s'appliquent aux salariés qui se déplacent en entreprise sont les mêmes que ceux qui pourraient effectuer leur emploi en télétravail, c'est-à-dire du point de vue juridique, du point de vue du temps de travail, du point de vue des pauses, du point de vue des frais, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre réponse. Alors, si vous voulez, la loi précise, mais elle n'avait pas besoin de le préciser, parce que c'est un principe général, une égalité de droit entre les salariés qui pratiquent le télétravail, les salariés qui travaillent au sein de l'entreprise et les salariés qui, sans pratiquer le télétravail, sont amenés à se déplacer. Mais les personnes qui sont amenées à se déplacer, je veux dire, il y a différents types d'emplois, ne dégénèrent pas nécessairement en télétravail. Dégénérer, pardon de cette appellation. Mais c'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, on a une espèce de contrat de travail type, et puis après, il y a différents types d'organisation. Théoriquement, l'égalité de droit est proclamée par la loi. C'est même, je crois, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Donc on n'a même pas besoin de le préciser dans la loi. Maître Tourniquet, là on parle beaucoup des droits du télétravailleur, on peut dire, mais du point de vue de l'entreprise qui engage cet employé, est-ce qu'il y a une possible évaluation du travail pour le comparer à ce qu'on ferait sur son lieu de travail en entreprise? Est-ce qu'on a des retours en définitive sur le télétravail? Tout ça est très organisé par la loi et doit être précisé soit par l'accord, soit par la charte, qui prévoit, par exemple, les plages horaires de travail. Parce que ce qui ressort de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que les télétravailleurs travaillent plus. Plus en il n'y a moyenne, pas de temps de transport, donc quelque part... On est moins dérangé aussi, on est plus concentré. Pas nécessairement. Les mêmes expliquent que, comme votre introduction avec vous la avez vu vaisselle le précisait, la vaisselle, c'est infernal. Que la concentration n'est pas nécessairement optimale. Si vous avez, comme l'indiquait votre introduction, 69% des personnes en région Île-de-France qui souhaiteraient accéder au télétravail, c'est pas un hasard. C'est les bouchons, non? Le télétravail, c'est quoi? C'est le produit, dans certains secteurs d'activité, de conditions de travail qui sont devenues extrêmement stressantes. Donc, une volonté de se mettre à l'écart de cette pression. Et puis, 2, toutes ces entreprises dont nous parlons sont généralement au centre-ville. Centre-ville dans lesquels la spéculation immobilière fait qu'il est de plus en plus difficile de se loger et qui pousse les gens de plus en plus loin. Donc, il est naturel que les gens soient attirés par ce type d'organisation. Maintenant, pour répondre gagner sur le temps de transport. Voilà, et puis pour gagner moins de temps je veux dire, oui, en confort de vie, en confort de vie. Maintenant, ouais, bien évidemment, il ne faut pas que les personnes qui nous écoutent en déduisent que quand on est télétravailleur, on travaille en dehors de tout contrôle. C'est pas vrai. C'est d'ailleurs pas le but. Effectivement, on doit prévoir des plages horaires pendant lesquelles on peut vous joindre, les plages horaires à l'intérieur desquelles s'inscrit votre travail, parce que de toute façon, que vous soyez télétravailleur ou travailleur dans l'entreprise, l'obligation qui pèse sur votre employeur de contrôler votre temps de travail, d'abord pour s'assurer que vous travaillez accessoirement, mais surtout pas mettre des pointeuses à la maison. Voilà, mais que vous ne dépassez pas, vous savez, c'est tout l'enjeu actuel au niveau européen du contrôle, afin que ça ne déborde pas. Le droit à la santé, c'est le fondement de tout ça.
éviter que les salariés passent trop de temps au travail. Merci beaucoup, Maître. Merci, pour ces- Maître Tourniquet. Et croyez pas qu'on va télétravailler ici à Ensemble, c'est mieux. Hein. On peut l'essayer. On va en est... faire Non, vous êtes requise en plateau quand même. Hein. Vous seriez moins ensemble. Oui, c'est sûr. c'est ça. Mais préfère ça être serait pas ensemble. forcément mieux du coup. Merci beaucoup. Allez, on retrouve voir Rafale sur les lieux de tournage urbain qu'il va visiter au cours de l'émission. Rafale, du côté de Saint-Ouen. Et justement, là, vous découvrez une des images que vous avez vues dans ce film. C'est Notre-Dame de Sainte-Rosaire, ici, à quelques pas du métro Garibaldi, en réfection depuis quelques mois. Déjà en réfection pendant le tournage, d'ailleurs. Hein. Oui, exactement. Il y a quelques mois, il était déjà en travaux comme ça. Ça avance pas beaucoup, mais bon. Bon, il a voulu filmer son quartier, puisque c'était aussi le but de ce concours. Filme ton quartier. Est-ce que tu peux justement nous le décrire en quelques mots ? Là, je dirais que mon quartier est totalement en transition. Et c'était d'ailleurs le thème de cette année du concours. Et je dirais que mon quartier est totalement en transition. Ouais. Je reconnais justement ce banc où tu t'assois dans le film avec Sarah. Ce film, vous allez le découvrir bientôt sur France 3, évidemment. On peut aller s'asseoir. Tu prends ta place originelle ? Tu prends la place de Sarah. Je prends la place de Sarah. Je n'ai pas le sac à dos de Sarah. Vous allez le voir dans le film, hein. Bien sûr. Il faut avoir vu le film pour comprendre. Mais vous en avez vu un extrait au début de l'émission. Toi, comment est-ce que tu t'es lancé dans ce concours ? Alors c'est Gaël, mon associé, qui m'a poussé à m'inscrire à ce concours. Qui m'a dit... Gaël qui nous rejoint tout à l'heure sur un autre lieu de tournage, hein, puisqu'on vous fait visiter en plus dans cette balade de quartier. Hein. Exactement. Et donc j'ai vu le thème, j'ai vu en transition. Je me suis dit, bon, mon quartier il est clairement en transition. Donc c'est vraiment un thème qui sera important pour moi, quoi. Et du coup, comment est-ce qu'on se lance justement dans un film ? Parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Est-ce que tu avais déjà des notions ? J'avais quelques notions, mais très légères. Je me suis lancé un peu comme ça. L'idée, elle est venue... En fait, c'est vraiment un one-shot. Je me suis dit, Sarah revient de voyage, c'est le moment de filmer le quartier, de lui montrer. Donc, c'était vraiment un peu de la totale impro. C'est une vraie Sarah ? Oui, c'est une vraie Sarah. C'est une vraie Sarah qui revient de voyage. Exactement. Elle revient d'un voyage humanitaire. Ça fait plus de 7 ans qu'elle est partie. Et voilà, donc c'est total impro et c'est une vraie histoire. Et c'est one-shot, on ne pouvait pas se tromper. C'était des vraies images et tout est vrai. Tu envoies donc ce film chez nous au concours chez France 3. On te dit que tu gagnes. Comment est-ce que tu réagis ? Tu gagnes le prix de la Fondation France Télévisions. Ouais, alors déjà d'être parmi les 10 lauréats, j'étais super content. Franchement, je m'y attendais pas parce que j'ai vu un peu les images des autres et je me suis dit, ouais, il y a quand même du niveau. Et puis après, quand on me dit que je gagne le prix de la Fondation France Télévisions, je me dis que c'est une super opportunité pour moi, pour la suite et pour mon association à développer. Donc j'étais vraiment super content. Ouais. Il y a une association, en 2 mots, qu'est-ce que c'est cette association ? Elle s'appelle Laisser parler les gens. C'est une association que j'ai commencée il y a 1 an avec Gaël et c'est une association où on intervient dans les établissements scolaires pour lutter contre les discriminations et le harcèlement. Vous vous rendez compte de tout ce qu'ils font, hein, cette nouvelle génération. Elle fait des études, elle lance des associations, elle se bat pour les autres, elle propose des images, elle raconte son quartier. On va continuer à se balader justement sur les lieux de tournage avec Yann. On va retrouver Gaël. Ce sera dans quelques minutes dans Ensemble, c'est mieux. Merci Raphaël, à tout à l'heure. Moi, je ferais bien de faire un petit tour à l'association Laissez parler les gens. Hein, ça me ferait pas de mal de temps en temps. C'est vous qui le dites. Ah non, mais c'est l'autocritique. On peut se livrer à l'autocritique, hein, on a le droit, hein, quand Bien même. sûr. Oui, bien sûr. Et puis après, je présenterai mes petites stories à la Fondation France Télévisions aussi, en espérant décrocher le prix. Julie, si on veut nous envoyer justement des vidéos, des questions, etc., il y a des contacts à avoir. Et oui, c'est très facile en plus de nous contacter. Vous avez bien sûr le téléphone tout d'abord au 0805 383 383. Vous pouvez aussi nous joindre via Facebook sur la page Ensemble c'est mieux avec France 3 et puis le compte Instagram #Ensemble c'est Paris et le compte de France 3 Paris. Merci Julie. Et si on sortait ? Ah, bonne idée, Ah bah oui, Vincent. puisque C'est le week-end arrive et que nous, on vous pousse à sortir hein, avec tout ce qu'on vous montre en Ile-de-France, c'est justement pour aller voir un peu ce qui se passe autour de chez vous. Et ben le vendredi, c'est Célia qui s'y colle. Il faut dire qu'elle travaille d'arrache-pied toute la semaine sur l'émission, sur les fiches, aller trouver des infos, interviews, etc. Donc le week-end, elle pense sortie, c'est bien normal. Exactement, tout Et à fait. et elle nous fait rêver, en général. Et exactement, et alors cette fois, j'ai décidé de vous amener un peu dans un monde hors du temps. Oui. Un monde où les princesses et les pirates côtoient des dinosaures ou encore des astronautes. Ah oui. Ah ouais, carrément. Un monde où on peut même aller dans les étoiles et sous la mer. J'espère que vous l'avez deviné, il s'agit du monde de Jules Verne. Vous connaissez Jules Verne ? Bah oui, quand on même, connaît Jules Verne. On n'était pas nés, hein, pas plus que vous, mais bon. C'est cet écrivain qui a quand même nourri l'imaginaire de bon nombre d'enfants et qui nous a tous un peu permis de voyager sans sortir de notre lit. C'est un peu la magie Jules Verne. Et alors, Nicolas Debeau a fait partie de ces enfants-là. Aujourd'hui adulte, il est désormais le co-auteur et metteur en scène du spectacle Jules Verne,
qui raconte l'histoire de ce petit Jules, 13 ans, qui est un peu trop rêveur et qui devrait arrêter de raconter des histoires abracadabrantes et se concentrer un peu plus sur ses études. Mais alors voilà, son frère et sa sœur lui demandent de raconter une dernière histoire avant son départ pour le pensionnat. Et là, devinez quoi? L'arrivée du capitaine Nemo en chair et en os, un des membres de son roman, qui débarque dans la chambre de Jules, le kidnappe. Et alors commencent des aventures extraordinaires. On regarde ça en images. Dorénavant, tu es mon prisonnier. Tu écriras pour moi. Mais attendez! Mesdames, Arrêtez! faites-le monter à bord du Nautilus. Écoutez-moi les enfants, est-ce que vous voulez découvrir un autre monde? Dépêchons-nous. L'heure tourne et nous devons ramener Jules chez lui avant demain matin. Qu'est-ce que c'est? C'est Dina! Et voilà, alors 15 artistes ici défileront un peu sur scène, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des marionnettes humaines inspirées de Broadway. Et il y a clairement de quoi faire émerveiller vos enfants et comme les plus grands, moi la première. Donc allez-y, c'est au théâtre Édouard VII et c'est jusqu'au 4 janvier 2020. Et côté tarif, c'est raisonnable. Tarif, c'est pas très cher, c'est jusqu'à 14 € selon les places. Ah ouais, Ça va, génial. ça va, c'est super. Ouais. Et Jules Verne est tellement actuel, c'était un visionnaire. Hein. Il y a tellement de choses qu'il avait prévues, alors peut-être pas dans la forme qu'il avait imaginée, mais beaucoup de choses étaient déjà prévues et écrites dans son œuvre. Alors, on redescend sur Terre pour votre deuxième visite, votre deuxième sortie du week-end. Et oui, direction le Val d'Oise pour un festival devenu un peu incontournable. Il s'agit du Festival théâtral du Val d'Oise qui souffle cette année un peu sa 37e bougie. Ah, quand même. Et ouais, avec au programme le même slogan, du théâtre partout, pour et avec tous. Au total, 172 représentations dans 35 villes et villages, d'Argenteuil à Villiers-le-Bel, en passant par Persan ou bien encore Cergy. C'est ambitieux, oui, mais il y a des surprises cette année encore, après 37 ans. Oh bah, sûrement, dans le Val d'Oise. Exactement, puisqu'en fait, le festival a décidé d'investir l'espace public et notamment les lieux un peu plus ruraux en mettant en place la caravane du festival, qui est un peu le symbole de l'itinérance et qui correspond assez bien à l'état d'esprit de l'événement. Alors concrètement, il s'agit d'un cortège qui comprend 4 caravanes qui formeront un petit village forain. Et alors, toujours pour rendre ce théâtre accessible, l'adaptation en langue des signes de 2 pièces qui ont été coécrites par le festival, Checkmate et Love in the Air. C'est vraiment très très beau. Donc allez-y, c'est jusqu'au 14 décembre. Ok, on va y aller, on va aller visiter. Puis alors, je sais que vous êtes une grande sentimentale, Célia. Il y a forcément une sortie autour des sentiments. Autour de l'amour, exactement. J'ai décidé de vous parler un peu d'amour, de ce sentiment mystérieux. Oui, c'est mystérieux. Ça reste mystérieux. Qui a décidé de faire chavirer le cœur de ceux-mêmes qui prétendaient ne pas en avoir un, que ce soit les guerriers, les grands rois. Et alors, c'est bien parce que le Palais de la Découverte a décidé de prendre très au sérieux ce sentiment-là. Et alors, on met un peu fin à tous les mythes et fantasmes que l'on peut avoir sur le sujet. Alors, sans tabou, très documenté et ponctué de nombreuses animations, le Palais de la Découverte a décidé vraiment de répondre à toutes les interrogations qu'on peut se poser, comme qu'est-ce que l'amour, pourquoi on tombe amoureux et qu'est-ce que l'attachement et ses différentes formes. C'est vraiment passionnant. Il y a aussi le coup de foudre. Le coup de foudre, ça, on n'y manque pas. On voit que vous parlez en connaissance de cause, Julie. C'est ça. Ça remonte un petit peu, mais vous l'avez eu. Et alors, ça dure, c'est ça. Et c'est très bien parce que cette exposition est quand même assez moderne. Elle ne manque pas de parler, par exemple, de l'amour à l'heure des réseaux sociaux et du numérique. Il faut savoir que ça concerne d'ailleurs 8% des relations contre 24% sur les lieux de travail, donc comme quoi. Et enfin, pour les plus romantiques, sachez qu'un coin bibliothèque propose une soixantaine des plus grands romans d'amour que l'on peut même emmener chez soi en échange d'un roman comme Bérénice, Roméo et Juliette ou bien encore Le Rouge et le Noir. Donc allez-y, c'est vraiment bien et c'est jusqu'au 30 août 2020. Voilà, on est en complet là ou vous avez encore des infos à nous filer? Alors j'ai même un petit bonus. Ah, un petit bonus? Un petit bonus. Ah, ça c'est chouette. J'ai décidé un peu de vous parler de ces comptes Instagram qui sont également très très romantiques en 2019. Oui, pas tous. Le mien, celui de Priscilla, c'est plus branché sur la nourriture, la gastronomie. C'est de l'amour aussi, c'est de l'amour. C'est vrai, le partage. Alors, je vais parler déjà d'un premier conte qui est vraiment devenu incontournable, que vous connaissez d'ailleurs sans doute tous. Il s'agit d'Amour solitaire.
Et ouais, Non. Non, On vous avait- connaissez Bah pas. non, 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 je Non, vais vous pas aller connaissez voir Amour solitaire, hein, marié avec des enfants. En fait, c'est un compte Instagram qui a décidé de recenser tous les textos les plus beaux et les plus romantiques. Et d'ailleurs, ça a tellement cartonné qu'il y a déjà un livre qui en est sorti. C'est vrai, ils ont Ouais. édité. Oui, on Il avait a reçu édité. l'an dernier. Et là, du coup, il y a un tome 2 qui vient de sortir en octobre dernier. Donc, franchement, allez-y, c'est vraiment très, très bien. Et alors, est-ce que vous voulez un peu quelques exemples? Bah oui, Quand même. oui, Oui, il y a oui, des un beaux- peu, il y a des un peu très de beaux poésie, textos, un peu d'amour. Alors, pour vous donner une idée, c'est, par exemple, c'est un peu trop vite la vie sans toi. L'autre qui répondra, ne t'y habitue pas. Un autre, par exemple, qui dit j'ai rêvé de vous toute la nuit. Et l'autre qui répondra j'ai rêvé de vous toute la vie. Oh, c'est beau. C'est très, Non, très c'est beau. très très beau ce conte. Ouais, Et ouais, le il y en livre a est très plein bien. comme ça. Donc, vraiment. Ça me rappelle une phrase de ma fille Marguerite à 3 ans, à qui j'avais dit je t'aimerai toute ma vie, et elle m'avait dit et moi je t'aimerai toute ma mort. Waouh! À 3 ans! Waouh! Au-delà. Dis donc, l'éternité vue comme ça, hein, oh, bah, c'est un petit peu mieux, ça aide. Merci beaucoup, Célia. Allez, on va, avant de partir s'occuper d'amour ce week-end, on va s'occuper de bricolage, parce que c'est la Maison des Experts, c'est bricolage le vendredi. Hein, c'est normal, puisqu'on va vers notre week-end, qu'on a un petit peu de temps à passer. Alors, aujourd'hui, Jean-Pierre, notre bricoleur, va nous apprendre à poser des tringles à rideaux. C'est très important, hein, les tringles à rideaux. Bonjour, c'est Angélique. Bonjour, c'est Richard. Et aujourd'hui, on est dans la maison des experts Et on va apprendre à poser une tringle à rideau aujourd'hui. avec JP et on espère qu'il nous donnera de bons conseils. Bonjour Angélique, bonjour Richard. Bonjour JP. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer correctement une tringle à rideau. Super. Génial. On y va? Ouais. Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser une tringle à rideau droite. Richard, je te propose de vérifier par toi-même que le bâti est bien droit. Ça me semble parfait. Ouais. Maintenant, on va positionner le niveau pour prolonger le trait. On aura une ligne, ce qui nous permettra ensuite de positionner nos supports. On va positionner notre support par rapport à notre petit trait de crayon. 20 cm à gauche et à droite, ce serait pas mal. Donc je vais tout de suite marquer l'emplacement des trous qu'il faudra que je fasse. Et vous voyez qu'on n'est pas trop de 3 pour poser une tringle à rideau quand même. Hein. Deuxième étape, nous allons percer les trous et mettre les chevilles dans ce mur. En l'occurrence, ça sonne creux, donc c'est un mur en BA13, des plaques de plâtre qui font 13 mm d'épaisseur. Et on va utiliser des chevilles à expansion de 8 mm. Sauf que je ne peux pas percer directement à 8 mm. Je vais donc utiliser un petit foret de 2 mm 5 pour faire un pré-trou. Et ensuite, je percerai au diamètre final. Et voilà, nos trous sont faits. On va maintenant mettre les chevilles et les fixer. Impeccable. Voilà, c'est impeccable. Nous allons maintenant pouvoir fixer les supports de cette tringle à rideau que nous avons préalablement enlevée. Alors on met toujours toutes les vis à la main en même temps. On n'en visse pas une à fond toute seule parce que sinon on aura du mal à positionner l'autre. D'accord. On va maintenant positionner notre tringle à rideau sur laquelle on a mis notre rideau en faisant attention de bien mettre les coutures derrière. Et je visse pour sécuriser? Absolument, tout à fait. Ça évitera que la tringle à rideau tombe. Et voilà, c'est parfait Angélique. Merci. Super, merci beaucoup. Merci JP. On résume. Pour poser une tringle à rideau droite, marquez son emplacement en prenant appui sur l'encadrement de la fenêtre. Percez le mur en 2 temps et insérez des chevilles à expansion. Serrez-les avec une pince à cheville. Fixez les supports de la tringle au mur avec des vis. Vissez la tringle portant le rideau au support. Et voilà, vous avez désormais toutes les astuces pour poser facilement une tringle à rideau.
Absolument. Et voilà. Et celui qui a été le plus attentif, c'est Maître Tourniquet. Hein, on sent qu'il y a des rideaux chez vous. Hein, vous avez posé les tringles. Ok, merci. Immédiatement, notre Rafale que l'on retrouve toujours du côté de Saint-Ouen. Rafale. Oui, alors nous on pose pas des tringles à rideaux, mais on entend les travaux quand même. Hein. Je suis toujours avec Yann ici à Saint-Ouen. Il a fait ce film qui s'appelle Pour Sarah, qui parle de la transition de son quartier Garibaldi qui est en train de changer. Et je parlais des travaux justement parce que les habitants se disent il y en a des travaux. Hein. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film à travers l'histoire de Sarah, c'est que il y a énormément de travaux, de nouvelles habitations, et c'est vrai que les anciens habitants qui sont là depuis longtemps peinent un peu à se retrouver dans ce nouveau quartier qui est totalement en transition. Le nouveau quartier, le Grand Paris, se construit. Florine Constant m'accompagne chaque matin et va vous montrer ce genre d'habitation maintenant qu'on peut voir ici dans le quartier. Donc évidemment, ça change beaucoup. Et puis le quartier se transforme, le visage du quartier se transforme totalement. Donc d'ailleurs, hein, vous pouvez vous le remarquer, vous en vous baladant ici, hein, je parle aux habitants évidemment de Saint-Ouen. On a été rejoint par Gaël. Comment ça va Gaël ? Ça va, merci, et toi? Gaël, on en a entendu parler, ça va plutôt bien, par Yann tout à l'heure, c'est son associé. Et vous êtes aussi dans une association qui s'appelle Laisse parler les gens. Est-ce que ça vient de la chanson Laisse parler les gens? Non, vous vous rappelez de ça ou pas? Oui, non, en fait, ça vient pas de la musique, mais on s'est dit, tiens, ça fera toujours sourire les gens et au moins ils s'en rappelleront. Laisser parler les gens, oui, ça fait un peu plus d'1 an que ça existe. Et c'est vraiment né d'un désir d'être une solution dans l'éducation et pour la jeunesse. Dans l'idée, vous allez titiller les discriminations avec quoi comme support? Alors, toujours avec le support de la vidéo. On intéresse les élèves parce qu'on vient avec notre caméra, notre appareil photo, donc ils se disent « Ah tiens, c'est nouveau ». Et puis, en fait, on cherche vraiment à mettre en scène les élèves. Donc c'est eux-mêmes, en fait, qui construisent les campagnes de lutte contre les discriminations. Alors, le film Pour Sarah, il est indirectement... lié aux discriminations dans le sens où on va parler d'un quartier en transition, mais ça pourrait être un support justement dans vos actions? Oui, ça peut être un support parce que Saint-Ouen, les élèves, surtout si on intervient dans 93, ils vont se dire « Ah, ça c'est une ville qu'on connaît ». Le fait de voir Saint-Ouen sur des images comme ça, ils peuvent se dire finalement vous êtes jeunes, vous aussi, vous avez réussi à le faire, peut-être que nous aussi on peut le faire. Donc on s'est vraiment rendu compte que la vidéo c'est un très bon support pour sensibiliser les jeunes. Et ils l'ont fait. Yann, un mot quand même, qu'est-ce qu'elle a fait sur le film Gaëlle? Elle m'a beaucoup aidé, déjà elle m'a poussé à m'inscrire, elle a insisté pour que je m'inscrive, et puis elle m'a aidé sur le montage et tout, donc vraiment une bonne partie de travail avec elle. Ouais. Voilà une jolie équipe, j'espère que ça vous aura donné envie. Ce film s'appelle Pour Sarah, on en parle, mais vous allez le découvrir bientôt sur l'antenne de France 3. Ce sera diffusion au mois de décembre et c'est quand même une équipe qui, je le rappelle, a gagné le prix de la Fondation France Télévisions. Et ça, c'est pas rien, mesdames et messieurs. On vous emmène que de la graine de star ici. Hein. Comment participer à ce concours pour les prochaines fois? Je vous le dis d'ici la fin de l'émission. Ouais. Ça, c'est du tease. On le saura tout à l'heure, bien entendu. Merci, Rafale. Allez, on va immédiatement retrouver notre nouvelle rubrique du vendredi, tous bénévoles, parce qu'il n'y a pas que le bricolage. Tous bénévoles, c'est important. Et oui, on en appelle à votre bon cœur, monsieur, dame. Vous souhaitez vous engager, donner de votre temps pour les autres, mais vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas à quelle porte frapper. Eh bien, ça tombe bien. On est là pour vous aider, puisque chaque vendredi, désormais, on vous proposera des missions bénévoles dans la région, des associations qui ont besoin d'un coup de main. Tout ça grâce à la plateforme Tous Bénévoles. Cette association est une des références en bénévolat en France. On écoute tout de suite Isabelle Persoz, la présidente de Tous Bénévoles. Tous Bénévoles met en relation les personnes qui ont envie d'aider et les associations qui recherchent des bénévoles. Et ces associations recherchent des dizaines de milliers de bénévoles pour des actions auprès d'enfants, de malades, de réfugiés, de personnes âgées, de détenus, ou pour des actions d'animation culturelle ou sportive, ou des actions de bénévolat de compétences où elles ont besoin d'un informaticien, d'un expert en communication, d'un juriste, d'un médecin. Donc si vous voulez vous engager un peu, beaucoup, passionnément, n'hésitez plus à aller voir sur tousbénévoles.org. Et la plateforme est vraiment simple d'utilisation. Vous trouverez forcément votre bonheur, surtout qu'il y a du choix dans la région. Pas moins de 3500 missions sont en attente de bénévoles. Et cela rien qu'en Ile-de-France, des missions de longue durée, on l'a bien compris, ou bien quelques heures seulement. Par exemple, vous pouvez, à l'approche des fêtes, devenir un Père Noël vert du Secours populaire pour emballer les paquets à la sortie des magasins. Vous pouvez aussi participer à une collecte alimentaire. C'est à vous de choisir.
Ouais, c'est une super idée pour le vendredi. Merci, Julie. Maître Tourniquet, il n'y a pas de raison, si on fait du télétravail, qu'il n'y ait pas du télé-bénévolat aussi. On peut le faire, hein, peut-être du babysitting par vidéoconférence ou des choses comme ça. Ouais, ça va être compliqué quand même. Vous savez, on fait même des interventions chirurgicales. Ah, ça c'est sûr. Hein, à l'autre bout du monde, Voilà. hein, avec des chirurgiens dans les blocs opératoires sur vidéo, je sais pas comment on dit, vidéo, quoi, vidéoconférence, vidéo liaison, liaison vidéo. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on suit ça tous les vendredis. Ça va nous donner des idées hein, pour ceux qui ont un peu le temps le week-end et qui s'embêtent. Voilà, aider les autres. Allez, on va nous aider à manger du millefeuille. Il y a vraiment besoin d'aide, là. Ah, il n'y a pas besoin de rechercher les bénévoles, ils sont déjà là. Ils sont déjà en plateau à l'apparition. Priscilla, qui est une Instagrammeuse, blogueuse, tendanceur, nous a apporté un millefeuille. Mais l'idée, c'était de parler des meilleurs millefeuilles parisiens, enfin, Île-de-France. Voilà, exactement. Et figurez-vous que le meilleur millefeuille de Paris n'est pas à Paris. Il est où? À Puteaux, au restaurant Puteaux L'Escargot 1903, tenu par le chef Yannick Tranchant. Alors là, vous êtes impérative là-dessus. Ah oui, complètement impérative. Et qu'a-t-il de si particulier? Eh bien, il est monté minute, ce qui garantit une certaine fraîcheur. Ah ouais. La pâte feuilletée, comme vous voyez, est bien aérée. Attendez. Non, on ne voit pas justement, j'arrive. Il faut venir le voir. Je viens mettre le nez dessus, hein, parce que le millefeuille, quand même, on a envie de savoir. Alors, il est incroyable ce millefeuille. Oui. Donc la pâte feuilletée elle est bien aérée et croustillante à souhait. La crème à la vanille est légère et soyeuse en bouche. Et la cerise sur le gâteau, regardez bien, il est garni d'un caramel à la fleur de sel, d'un praliné à la cacahuète et de cacahuètes caramélisées. Donc la cerise, c'est la cacahuète. Voilà. Et je peux vous assurer que c'est une véritable ode aux délices et à la croustillance. Oh là. Et alors, cette crème-là, qui est généralement, vous savez, quand on a de la crème pâtissière, c'est un peu épais et luisant. Là, on sent qu'elle a été allégée. Justement, elle a été allégée avec de la crème montée. Et oui. Ah oui, Là, donc une Voilà. crème fouettée, quoi. Donc ça, c'est de la crème légère à la vanille, donc c'est crème montée, crème pâtissière. Et donc, on a mêlé cette crème pâtissière, à la crème montée, qui justement contient du mascarpone pour donner une belle texture onctueuse et une bonne tenue. Tiens, le mascarpone. Ça, c'est traître. Hein. Julie, elle a fait... Ouais, je connais. Hein. Mais oui, parce que pour avoir quelque chose d'aéré, mais en même temps qui tienne, il faut forcément... Oui, parce que le mascarpone, c'est un mélange de crème et d'un fromage frais qui donne un peu de texture. Effectivement, beaucoup de pâtissiers s'en servent maintenant. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un millefeuille, mais un millefeuille de restauration, donc fait minute. Hein, c'est pas le truc de magasin qui va peut-être tenir pendant 10 heures en vitrine. Non, mais c'est vrai, le feuilletage, il souffre de ça. Donc là, on l'a vraiment au dernier moment. Et puis, on a vraiment ce choc thermique qui opère, c'est-à-dire qu'on a la pâte feuilletée qui est tiède, la crème qui est bien froide, le praliné à température ambiante, et il y a une alchimie qui opère en bouche. Et c'est juste extraordinaire. Ouais, je suis pas très malin parce que d'un côté je tiens la caméra et de l'autre côté j'allais piquer un bout mais en me filmant moi-même. Donc je me trahis en quelque sorte. Hein. Priscilla, qu'est-ce qu'il y a devant là? C'est quoi ce que vous avez apporté? C'est du praliné à la cacahuète et c'est ce qui va apporter toute cette gourmandise au millefeuille. Ouais. Il est assez granuleux et c'est une explosion de saveurs en bouche. Voilà, à savoir qu'il est fait avec des cacahuètes caramélisées salées. Donc, il y a le sel qui va vraiment rehausser les saveurs. On va dire que le praliné salé est au praliné. Est-ce que le caramel au beurre salé est au caramel, quoi? Oui, en quelque sorte. Oui. Ouais, c'est peut-être pas très clair. Mais enfin bon, moi je me comprends en tout cas. Bien, super, ça, magnifique. Plutôt l'escargot 1903, c'est ça? L'escargot 1903. On s'en souvient. Le palmarès. Parce que ce qu'on voudrait maintenant, c'est quand même un podium des meilleurs millefeuilles franciliens, là. Tout à fait. En numéro 2, il y a celui de Nicolas Pacello, au Fouquet's. Donc lui, il a la particularité, ce millefeuille, d'avoir de la fleur de sel, mais bien prononcée. Ah oui. Et la pâte feuilletée est très légère, elle est croustillante, la crème, elle est... C'est du feuilletage inversé, peut-être. C'est du feuilletage inversé, alors que là, c'est du feuilletage ça se voit à plastique. l'image. Voilà. Ça veut dire quoi Alors, on va faire simple. Hein. Si vous voulez, il y a beaucoup plus de beurre. Hein, Julie, quand vous faites un feuilletage, vous mettez du beurre dans de la pâte. Tandis que l'inversé, c'est qu'on met de la pâte dans du beurre. Enfin, schématiquement, mais ça arrive à ça. Hein. Il est magnifique, hein, avec ce dressage à la poche, là, ces boudins de crème.
C'est assez généreux, gourmand, et c'est léger tout en restant léger, donc on Léger. prend vraiment plaisir à le manger. Et là, ça salive en face. Maître Tourniquet et Célia, ils sont déjà en train de mettre une option. Le numéro 3... Le numéro 3, c'est celui de Pierre Hermé, au praliné. Le millefeuille. On a vraiment 50 nuances de praliné dans ce millefeuille, c'est assez incroyable. Alors, effectivement, c'est dingue. Ah Voilà. ouais, il est incroyable. Il est volumineux et on pense justement qu'on ne va pas le terminer. On se dit, mais comment on va faire pour arriver à bout? Mais il se finit tout seul. Ouais, c'est même le problème. C'est Ouais, qu'on c'est aurait le même problème. tendance à taper dans le deuxième qui se trouve à côté, Exactement. celui de son voisin. Donc, non, ça c'est extraordinaire parce que ce fameux demi-feuille, il y a en fait deux pralinés. Un qui est très consistant en bas. Voilà, hein. un praliné qui est très consistant, très dense, et le praliné plus léger, c'est de la crème au praliné en fait. On a vraiment, voilà, c'est une sorte de Paris-Brest en millefeuille. Une sorte de Paris. Oui, c'est ça. Voilà. Un Paris-Brest en millefeuille, ça c'est bien résumé avec juste cette petite praline sur le dessus là. C'est une amande caramélisée. Voilà, cette amande caramélisée, petite praline qui va apporter un petit peu de croquant supplémentaire. Et alors C'est un millefeuille de caractère, hein. On ressent vraiment toute la force du praliné. je ne trahirai rien en disant que Pierre Hermé, lui aussi, il n'hésite pas sur le beurre dans le Ah non. feuilletage. Ah non, non. Hein, c'est même, On c'est le même sent une bien. signature maison. Ouais. Allez, et encore un millefeuille. Encore un millefeuille, bien sûr. Ouais. Donc on a le millefeuille du café crème, c'est à Montrouge. Ouais. Ah bah c'est bien de sortir un peu de Paris. On a eu Puteaux, on a Montrouge maintenant. Voilà. Là, Et c'est donc là, le plus proche de nous hein, pour les studios, si on veut aller... Il est beau celui-là aussi. Hein. Ah oui, en fait, dans ce millefeuille-là, donc la crème pâtissière est mêlée à la crème montée. Ici, on a deux couches distinctes. C'est dissocié. Voilà, c'est complètement dissocié. On a la crème montée sur le dessus et la crème pâtissière entre les deux couches de pâte feuilletée. Et on a une pâte feuilletée qui est vraiment généreuse, qui est bien caramélisée. Alors, et on le sent voit hein, toutes sur, les le, notes, sur la photo. toutes les notes sucrées et surtout beurrées qui ressortent en bouche. Et c'est magnifique avec cette sauce. J'adore comment elle en parle, Priscilla. Priscilla, vous les avez tous goûtés? Je les ai tous goûtés. Vous pouvez vous mettre de profil. Vous en avez même- Voilà. Regardez Priscilla quand même, au passage. Comment vous faites? Vous les mettez où en fait? Dans le Je dos? sais pas. Je pense que... Vous avez cette chance incroyable, dites donc. Ah oui, je fais beaucoup de sport quand même. Hein. Ah, voilà. Voilà, c'est le secret. Voilà. Pour aller d'un resto à l'autre. Voilà. C'est ça. Allez, Raphaël, il doit être en train juste de saliver là où il se trouve à Saint-Ouen. Terrible, hein? Terrible ce qu'on vous fait. Ben, moi, je suis revenu ici, Vincent, au Square Marmottan, où on a tourné une partie du film, quelques images du film pour Sarah. Mais je comprends pas pourquoi on m'envoie pas à Puteaux, là, dans ce restaurant, pour tester les millefeuilles. C'est ça qu'on veut faire, nous aussi, en duplex, ça. Bon, on prendra notre revanche très bientôt. En tout cas, je suis toujours avec Gaël et Yann ici, qui ont participé à ce concours Filme ton quartier, proposé par France 3. 170 films on a reçus cette année. On en a primé 10. 3 on gagne une dotation qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Le prix de la Fondation France Télévisions, c'était 7 000 €. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent maintenant, Yann? Je vais l'investir dans mon association pour Jour Plus, l'agrandir, etc. Ouais. Lutter contre la discrimination et le harcèlement en milieu scolaire. Et ça, c'est avec le support vidéo. C'est un super projet. Si vous avez envie de participer, les amis, ils ont eu 4 mois pour le faire. À partir du mois d'avril, il faut avoir plus de 16 ans, professionnel ou amateur, et puis avoir envie de changer l'image des quartiers qu'on peut avoir dans les médias mainstream, pas sur notre chaîne, parce qu'on travaille plutôt bien, nous, en tout cas. Et ce qu'on vous fait découvrir tous les matins aussi va dans ce sens-là. Les amis, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis scrutez les sites de France Télévisions et puis surtout France 3 pour la diffusion de Pour Sarah qui arrive très bientôt en décembre. Voilà. Et comme on vous a laissé parler, on a le droit d'aller à l'association. Laissez parler les gens. Allez, à lundi, Raphaël. Mes amis, vous l'avez compris. Est-ce qu'on rappelle le palmarès rapidement? Premier, Yannick Grandjean, l'escargot. Oui. Deuxièmement, Nicolas Paciello, le Fouquet's. Oui. Troisièmement, Pierre Hermé, le millefeuille praliné. Oui. Le demi-millefeuille praliné. Oui. Voilà. Et quatrièmement, le millefeuille du café crème à Montrouge. Le café crème à Montrouge, voilà. Mes amis, lundi, on parlera d'un sujet intéressant qui est la journée contre la violence faite aux femmes, comme par exemple parler de millefeuilles sans leur en offrir, ce qui est assez moche. C'est ce qu'on vient de faire. Bon, je ne suis pas très fier. En tout cas, ça vous laisse réfléchir pendant le week-end et surtout, allez découvrir les millefeuilles franciliens. Merci, Maître Tourniquet, d'être venu. Merci, Célia, pour toutes ces belles visites. Et merci, Julie, pour toutes les belles initiatives et la façon de les relater. À lundi, toujours au même endroit, 100 000 feuilles. Ils sont partis.